Alors, quand le patient arrive dans mon bureau, en général, il a une vision extrêmement idéale de la chirurgie. La chirurgie, ça va être une baguette magique. C'est aussi la chirurgie qui va lui permettre de résoudre tous les maux que la personne identifie. Par exemple, l'accès au travail, la relation avec le conjoint, le fait de se sentir bien dans sa peau. Tout repose en fait, tout passe par le filtre de l'obésité. Et il y a cette croyance que la chirurgie va permettre de tout résoudre et que dans 6 mois ou dans 1 an, ça y est, tout ça, ça sera fini et qu'on va avoir une nouvelle vie qui sera complètement idéale dans le meilleur des mondes. Et ça, c'est souvent assez corroboré par les témoignages lune de miel que l'on peut trouver sur le net, les avant-après, où on voit des jeunes femmes qui passent d'un gabarit d'obésité morbide à une forme de pin-up. Et il y a comme ça cette croyance que tout va se résoudre du jour au lendemain parce qu'on a perdu tant de kilos. Et bien sûr, le psychologue, on l'a vu dans les présentations précédentes, il est sollicité pour faire une évaluation psychologique. Et là, j'entends par là évaluer les risques d'après les critères de la Haute Autorité de Santé. Donc, est-ce qu'il y a des TCA? Est-ce qu'il y a des risques de déplacement d'addiction? Mais dans ma pratique, je vais vraiment beaucoup plus loin puisque je parle d'accompagnement et non pas que d'évaluation psychologique. Parce que si on mange parce qu'on stresse au travail, la sleeve, oui, va jouer son rôle, mais dans 5 ans, je reverrai cette personne dans mon bureau parce que si elle stresse au travail, si elle ne résout pas le problème du stress au travail, la sleeve ne va pas le résoudre. Donc en fait, l'accompagnement psychologique, il est très important pour évaluer aussi tous les autres facteurs qui rentrent dans l'obésité. Qu'est-ce qui fait que cette personne s'est retrouvée dans cet état-là? Comment elle va mettre en place les changements nécessaires? Où est-ce qu'elle va aller puiser ses soutiens, ses ressources? Et comment est-ce qu'elle va mettre en place tout ça pour que ça soit durable? C'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, elle sera toujours à faire de l'activité physique et elle sera toujours avec une relation apaisée à la nourriture et non plus dans la lutte. Donc il y a cette vision comme ça assez idéale et ma foi, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais enfin on va quand même dans la déconstruction au départ pour reconstruire mais en mieux. Et pourquoi? Parce que la réalité post-opératoire, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas aussi simple que ça. Si on regarde, si on suit les gens sur le long terme, on s'aperçoit que la lutte, elle est toujours là, que parfois il y a des épreuves dans la vie et que c'est pas parce qu'on est opéré que tout va aller dans le meilleur des mondes. Alors oui, souvent dans la première année, je les accompagne, mais un petit peu de loin. Je les accompagne beaucoup en groupe et assez peu en individuel, parce qu'en général, tout va très bien. Mais l'idée, c'est vraiment d'être là au moment où les gens en ont besoin. Dans le post-opératoire, il y a un certain nombre de questions qui reviennent de manière récurrente, je vous en ai mis quelques-unes. Par exemple, il y a la problématique de l'adaptation au nouveau corps. Il y a des personnes qui font 220 kg et qui ne se voient pas grosses. Elles ne se sont jamais vues grossir. Et bien de la même façon, certaines personnes peuvent perdre 70 kg et se sentir toujours obèses, même 4 ou 5 ans plus tard. Donc l'adaptation au nouveau corps, c'est une vraie problématique. Il y a certaines personnes qui même vont jusqu'à reprendre les 50 kg perdus parce qu'elles ne s'adaptent pas à leur nouveau corps. Alors ça peut être de la dysmorphophobie, ça peut être des remarques, ça peut être des complexes, enfin, voilà, il y a différents niveaux. Mais effectivement, le nouveau corps, il n'est pas toujours en adéquation avec l'image que la personne s'en était faite en amont. Donc là, il y a une vraie problématique à prendre en charge. Plus largement que ça vient la crise identitaire, quelque chose de relativement fréquent finalement. Certaines personnes sont complètement perdues, ne se retrouvent plus, ne savent plus qui elles sont. Leur entourage ne les reconnaît pas, ou l'entourage leur met beaucoup de pression en leur disant « Oh, mais t'es devenue triste depuis que t'es opérée, là, je te reconnais pas ». Pourquoi? Parce que en fait, la personne obèse, souvent, elle met un masque, elle met même plusieurs, pour être acceptée. Elle accepte beaucoup de choses pour qu'on ne la rejette pas.
Et avec la perte de poids, elle n'a plus envie de jouer ces rôles-là. Et du coup, l'entourage ne la reconnaît pas non plus et parfois, ça va quand même assez loin. Ça peut amener des nouveaux mots, comme la séparation conjugale par exemple, soit à l'initiative de la personne opérée qui a perdu du poids et qui rentre dans un jeu de séduction, ou ça peut être par un phénomène de jalousie du conjoint qui fait que ça tend la relation. Ça peut être aussi que le conjoint n'aime pas le nouveau corps de la personne, conjoint ou conjointe, bien sûr. Dans les nouveaux mots aussi, il y a la relation sexuelle, qui est une vraie problématique et dont on parle très très peu. Il y a une perte de libido qui est relativement fréquente et peu connue. C'est mal compris par le conjoint. La personne en elle-même ne se reconnaît pas non plus, donc c'est très important d'avoir des soutiens par rapport à ça. Dans la crise identitaire, il peut aussi y avoir, dans les nouveaux mots, je veux dire, la place professionnelle est souvent re-questionnée par la suite. Ça apparaît au bout d'1 an et demi, 2 ans, une fois qu'on a perdu tout le poids qu'on avait en trop. On se demande mais pourquoi est-ce que je continue à aller moyennement bien, et finalement on remet en cause comme ça un certain nombre de choses, et notamment la place professionnelle, c'est quelque chose qui revient très fréquemment, et c'est la raison pour laquelle j'oriente des gens vers un professionnel sur ce thème-là. Dans les nouveaux mots, il y a les déplacements d'addiction, on en a parlé. Alors ça peut être soit un déplacement d'addiction, soit une apparition d'addiction. Parfois, certaines personnes ont un terrain addictif au départ, et là, dans la partie évaluation, on est très vigilant à ça. Alors, sur les questionnaires, moi, je suis toujours un peu prudente. Oui, on peut donner un questionnaire à remplir, mais c'est de l'autodéclaratif. Et on sait très bien que dans les problèmes d'addiction, notamment à l'alcool, les gens ont tendance à sous-évaluer totalement, et même à être dans le déni de leurs problématiques. Donc le questionnaire, il a une valeur, mais qui me semble relative. Et ensuite, c'est la raison pour laquelle j'aime croiser les regards avec la nutritionniste qui accompagne aussi, parce que elle a des données tangibles avec les prises de sang. Quand on regarde les gamma GT, en général, ça parle tout seul. Le risque suicidaire, il est 5 fois plus important. Le risque de dépression est 4 fois plus important que la population générale. Et ça, sans avoir pour autant de terrain dépressif en amont. Donc voilà, il faut être vigilant par rapport à ça. Et puis une problématique qui vient un peu plus tardivement, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est la peur de regrossir, et qui parfois peut être tellement présente qu'elle peut amener à l'anorexie, qu'elle peut amener à la reprise de poids, parce qu'on repart dans le cercle vicieux des régimes, dans la restriction cognitive, et si on n'est pas vigilant, on a des patients comme ça qui reprennent du poids sur le long terme par peur de regrossir. Donc dans l'accompagnement que je propose quelque chose qui est étalé sur 3 ans. J'accompagne les gens totalement en digital depuis 2 ans, avant le Covid, c'est-à-dire que je les ai en téléconsultation individuelle, mais aussi en téléconsultation de groupe 2 fois par mois. Et ce pendant 3 ans, ce qui permet de maintenir une dynamique. Et avec ça, il y a toute une communauté privée qui est mise en place et qui est très active. Si vous voulez regarder, vous pouvez voir notre chaîne YouTube Bariateam et puis le groupe public, Bariateam Public sur Facebook, mais j'ai aussi un groupe privé où là, ce ne sont que les patients que j'accompagne et qui est très très actif. Et au-delà de ce digital, je propose des apéritifs dînatoires trimestriels dans un restaurant gastronomique pour montrer qu'on peut garder le plaisir de manger, c'est très important, et qui est aussi des rencontres entre personnes, quel que soit le stade, que ce soit pré-op ou post-op, et puis des séminaires où là on va creuser la question sur 2-3 jours. On parle de perte de vue, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Maintenant, il y a aussi certains patients qui me disent « mais moi, je ne veux plus voir quoi que ce soit qui me rappelle mon obésité ». Et donc, il y a aussi un droit à l'oubli, un peu comme dans d'autres maladies chroniques, je pense là au cancer. Certains patients revendiquent ce droit à l'oubli. Donc, c'est un savant équilibre entre maintenir un lien et
comment dire, accepter ce droit à l'oubli, hein, le respecter. Et ce qui me paraît vraiment très important pour vous comme pour moi, c'est vraiment de mettre en place une alliance thérapeutique tellement forte que les patients, si un jour ils ont un souci, ils aient le réflexe de venir vous voir, ils aient le réflexe de venir me voir ou le chirurgien. Mais que si dans 5 ans, même si on ne va pas les rappeler tous les 3 mois, eh bien qu'ils se rappellent que, ah oui tiens, j'ai vu telle diététicienne ou j'ai vu tel psy ou tel chirurgien, et qui passent au-delà de la honte de l'échec, parce que c'est souvent ça qui les freine, hein, qui passent au-delà de ce sentiment de honte et qu'ils aient le réflexe de venir nous voir. Et ça, c'est grâce à cette force de l'alliance thérapeutique qu'on peut maintenir ce lien. Et cet accompagnement, ce lien, ben moi je l'ai créé en mixtant finalement l'accompagnement professionnel et l'accompagnement par les pairs. Avec Bariateam, je me suis entourée de 3 patients témoins qui ont des parcours extrêmement différents et finalement les patients se reconnaissent toujours dans l'un ou l'autre des parcours. Et c'est ce qui permet de maintenir ce lien et de le renforcer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.